Bien bonjour, nous allons attaquer aujourd'hui notre toute dernière activité, l'activité 6, qui sera assez courte car elle va comporter uniquement 2 chapitres. Notre avant-dernier chapitre donc, chapitre 15, suivre la trésorerie et les relations avec les banques, qui va correspondre en fait au chapitre 18, 19 et 20 de votre manuel. Le premier point que nous allons aborder reprend le chapitre 20 de votre manuel, le suivi de la trésorerie. Pour commencer, on a déjà besoin de reprendre quelques notions sur ce qu'on appelle la trésorerie, à savoir qu'elle correspond à ce qu'on a appelé le compte banque, compte 512, plus le compte 530, le compte caisse. C'était ce qu'on avait également retrouvé quand on parlait de disponibilité dans notre bilan. Vous voyez que c'est justement ici qu'on retrouve les comptes 5 qui correspondent justement au compte banque et au compte caisse. Alors, quel est l'intérêt et l'objectif, les objectifs du budget de la trésorerie? C'est que c'est un outil prévisionnel permettant d'anticiper les encaissements, donc toutes les rentrées d'argent, et les décaissements, toutes les sorties d'argent, à venir à très court terme. C'est pourquoi il est établi mensuellement. En fait, on va voir tout ce qui est entrée et sortie d'argent. L'objectif, plutôt les objectifs, ce sera de détecter les retards de paiement avec les clients et les fournisseurs. Donc c'est encore un autre outil utilisé pour le suivi des paiements. Il va également nous permettre d'anticiper les éventuels déséquilibres de la trésorerie, surtout quand cette trésorerie sera négative, c'est-à-dire quand j'aurai plus de sorties que d'entrées d'argent. Et bien justement, il va falloir prendre des décisions. Ce sera notre grand 2, afin d'éviter de faire face à une trésorerie négative. On va voir, en tout cas, vous pouvez imaginer que, étant donné que dans les entreprises qui fonctionnent en B2B, il y a très souvent des délais de paiement à la fois pour les clients et à la fois pour les fournisseurs, il est primordial pour ces entreprises-là de faire ce suivi de trésorerie parce que les rentrées et les sorties d'argent vont se faire avec, par rapport en tout cas à ce délai-là. Et il est possible que peut-être que sur un mois, justement, on va se retrouver face à une trésorerie qui sera négative, donc plus de sorties d'argent que de rentrées d'argent, et là il va falloir trouver une solution. C'est ce que nous verrons dans le grand 2. Pour ce faire, eh bien, votre manuel à la page 280 et 282 vous fournissent justement toutes les informations nécessaires. Cela dit, je vais regrouper pour que ce soit une plus facile lisibilité et compréhension, je vais regrouper les différents éléments entre ces deux pages-là. Et je commence par la première étape de la démarche budgétaire. La première étape, eh bien, il faut faire l'élaboration donc des encaissements, voir toutes les rentrées d'argent. Donc c'est ce qui est précisé, recensé sur une période, les ventes encaissées, les cessions d'immobilisation. Donc si je vends des immobilisations comme si je vends une voiture, un terrain ou autre chose. Et vous avez donc à la page 282 justement le tableau qu'on va appeler le budget des encaissements. Donc justement, ce qu'il faut lire, c'est qu'il faut connaître les conditions de règlement accordées aux clients, parce qu'en fonction des clients, eh bien, je ne vais pas forcément accorder les mêmes conditions de paiement. Si je suis en B2C et en B2B, avec mes particuliers, je vais avoir des paiements en comptant, alors qu'avec mes professionnels, je vais peut-être avoir des délais de paiement à 30 jours ou même plus. Et également, je peux avoir, comme c'est le cas justement ici, vous pouvez constater que mes clients règlent 50% au comptant tout de suite et 50% à 30 jours. C'est ce que vous retrouvez par exemple dans la SP numéro 3 où pour justement l'achat d'un panneau publicitaire, eh bien on va régler 50% tout de suite et 50% plus tard. Et donc là, vous voyez, vous constatez donc les ventes en août. Donc je retrouve donc mes différentes ventes, les différents mois, avec les différents montants. Sauf que ces différents montants ne seront pas répartis de la même manière. Là, on vous explique que au mois d'août, j'ai vendu 1000 euros. Et étant donné que je sais que 50% a été réglé au mois d'août, je ne le vois pas, c'est ce qu'on précise justement ici, 500 euros ont été réglés au mois d'août, et j'ai les 500 autres 30 jours plus tard, c'est-à-dire au mois de septembre. Là, on va voir ça de manière beaucoup plus lisible justement avec les ventes du mois de septembre. On a un chiffre d'affaires de 1200 euros pour le mois de septembre. Et comme je sais que 50% vont être réglés tout de suite, je vais donc inscrire
50% de 1200 au mois de septembre, et je sais que je vais avoir une rentrée d'argent de 50%, à savoir 600 euros dans 30 jours, à savoir au mois d'octobre. Et je fais ça pour tous les mois, mois d'octobre, mois de novembre, par rapport aux informations en tout cas que là on m'a communiqué. Et à la fin, je vais pouvoir calculer le total et savoir exactement combien d'argent je vais gagner au mois de septembre, combien d'argent je vais gagner au mois d'octobre et combien d'argent je vais gagner au mois de novembre, que je vais pouvoir par la suite reporter dans un tableau que nous verrons un peu plus tard. Il faudra suivre tout simplement ce petit trait. Après avoir vu tous les moments où on va pouvoir gagner de l'argent, en tout cas qu'il y ait une rentrée d'argent, il s'agit maintenant de calculer toutes les sorties d'argent sur une période, comme c'est précisé dans la démarche, les achats, les salaires, les cotisations sociales, bref, toutes les charges l'on peut connaître, et également la TVA décaissée. Vous vous souvenez, quand j'ai plus de rentrées de TVA que de sorties, il va falloir que je la remette tout simplement à l'État. Donc là également à la page 282, vous avez un tableau des décaissements, donc un budget des décaissements, avec un petit code couleur qui vous permet justement de voir un petit peu et de comprendre les différents éléments. Donc, si je prends chaque élément, on commence déjà par les achats de marchandises. On vous dit que là, avec mes fournisseurs, c'est donc réglé au comptant. Donc mes différents achats, achats d'octobre, septembre, octobre, novembre, j'ai ces différents montants ici. Et bien, comme ces paiements en comptant, je les reporte tout simplement sur les 3 mois. Je passe maintenant au niveau des salaires. On me précise que les différents salaires sont donc payés le 30 du mois. Donc on ne bouge pas au niveau des cases. C'est pourquoi je retrouve donc mon salaire du mois de septembre ici, salaire du mois d'octobre et du mois de novembre. Par contre, on me précise quoi? On me précise que les charges sociales vont être réglées le 15 du mois suivant et que les cotisations sociales du mois d'août, qui n'apparaît pas dans le tableau, sont de 360 euros. Donc ces cotisations sociales du mois d'août, je les paye au mois de septembre, d'où le code couleur jaune par rapport à ces 360 là. Donc je suis sur les cotisations sociales et je suis au niveau du mois de septembre. Et donc pour la suite, pour calculer les cotisations sociales ici du mois que je dois payer au mois d'octobre, il s'agit tout simplement des cotisations sociales du mois de septembre. Donc 800 euros multiplié par 40%, soit 0,4. Cela va me donner 320 euros de cotisations sociales à payer et donc le mois suivant. De la même manière, avec mes 900 euros, où je vais donc avoir 900 multiplié par 0,4. Et évidemment, c'est donc pas 320 euros, petite erreur dans le livre, mais 360 euros. Et ainsi de suite. En tout cas, voilà, je ne vais pas faire apparaître mes cotisations sociales du mois de novembre parce que ce sera pour le prochain mois qui n'apparaît pas dans mon tableau. On reste avec les mois de septembre, octobre et novembre ici. Et il me reste la TVA. On vous précise qu'elle est payée également le mois suivant. Donc quand je vois justement le mois d'août à 124, je vais le payer au mois de septembre. Le mois de septembre, 150 euros, je vais donc le payer en octobre ici. Et pareil pour le mois d'octobre, que je vais donc payer ici, les 175 euros. Je fais mon total et je sais donc pour le mois de septembre, octobre, novembre, eh bien l'argent qui sera donc décaissé, qui sortira de ma trésorerie. Et vous voyez que justement, ces éléments-là, je vais les reporter dans un autre lot. C'est la suite. Et j'arrive donc à mon avant-dernière étape et mon dernier tableau que voici. Donc là, on est d'accord que je dois calculer le solde de la trésorerie à chaque période. Donc au mois de septembre, je commence avec une trésorerie qui est donc constituée par mon compte caisse et mon compte banque, 750, auquel je vais donc rajouter l'argent qui rentre, à savoir le total des encaissements du mois de septembre, et auquel je vais retirer le total de l'argent qui sort, donc le total des décaissements du mois de septembre. Donc 750 plus 1100 moins 1364, et j'obtiens donc un solde positif pour ma trésorerie. Je sais donc qu'au mois de septembre, il me reste donc 486 euros. Et là, vous voyez que en fait, ce solde final du mois de septembre sera ma trésorerie du début de mois. Je n'ai qu'à le reporter. Je commence mon mois d'octobre avec 486, auquel je rajoute les encaissements et que je soustrais donc les décaissements. Là, vous voyez que ces différentes lignes rajoutées, ça fait partie des tableaux. D'accord, le total que j'ai calculé des encaissements dans mon tableau des encaissements et le total des décaissements que j'ai calculé dans mon tableau
des décaissements. Et nous arrivons donc à notre dernière étape, l'analyse des soldes de trésorerie. Je vous ai donc remis les soldes finaux justement du mois de septembre, octobre, novembre et voir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Premier élément, on peut repérer les soldes négatifs ou faiblement positifs et comprendre les raisons. Là, ce n'est pas le cas, les soldes sont plutôt positifs, ce qui est donc avantageux pour mon entreprise. Je sais que je ne vais pas avoir un manque d'argent à un moment donné. De ce fait, une possibilité serait de placer ces excédents de trésorerie sur les supports appropriés. Là, je vais donc voir mon banquier pour qu'il puisse me proposer des placements à court terme faiblement ou fortement rémunérateurs. Mais si je me retrouve justement dans le cas où j'ai des soldes plutôt négatifs, l'une des possibilités serait déjà d'allonger les délais de paiement auprès des fournisseurs. Plus loin je les paye et plus facilement je pourrai retrouver de l'argent avant de devoir régler mes différentes factures. Par la même occasion, il va falloir que je puisse réduire le délai de paiement de mes clients. Comme ça, je peux récupérer beaucoup plus rapidement mon argent qui traîne justement à l'extérieur. Petit rappel, on avait parlé du besoin en fonds de roulement, le BFR, qui était justement la différence entre, en tout cas cet argent nécessaire, entre le moment où les clients payaient et au moment où moi je devais payer les fournisseurs. Et donc, si je n'arrive pas à trouver de solution entre mes clients et mes fournisseurs et que j'ai toujours des soldes négatifs, il va falloir que je pense à faire financer ma trésorerie en ayant recours au crédit bancaire, ce que nous allons voir tout de suite. Grand 2, les opérations de financement avec la banque, et on va commencer par les besoins de financement à court terme, exactement par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Deux possibilités que la banque nous offre, c'est celui qu'on connaît, nous également, ce qu'on appelle le découvert bancaire, et uniquement pour les professionnels, ce qu'on appelle la facilité de caisse. La différence entre les deux, c'est qu'on ne va pas du tout avoir recours au même en fonction du besoin. Si j'ai un besoin, comme c'est précisé, sur plusieurs semaines ou mois, dans ce cas-là, je vais donc prendre ce qu'on appelle un découvert bancaire, alors que si c'est uniquement quelques jours par mois, on appelle ça une facilité de caisse. Dans tous les cas, ces deux options, ces deux outils sont là pour répondre à un solde de trésorerie négatif. D'accord, par rapport au calcul que nous avons fait précédemment, voilà, je peux anticiper et demander conseil auprès de mon banquier pour savoir quel serait l'outil le plus approprié à ma solution. Et là, dans tous les cas, donc on va quand même parler de découvert, quel que soit le grand A ou le grand B. Et donc là, j'ai comment calculer justement le coût de ce service. Donc, dans tous les cas, je vais avoir une commission à payer. C'est une commission fixe. À partir du moment que j'ai recours au découvert ou à la facilité de caisse, je vais avoir une commission qui sera donc fixe. À cette commission, je vais devoir ajouter les fameux agios, vous en avez peut-être entendu parler, qui sont donc proportionnels au montant du découvert et de sa durée. Comment le calculer? Eh bien là, on vous donne justement la formule. Montant du découvert moyen multiplié par le taux d'intérêt multiplié par la durée du découvert. Et donc le découvert moyen, on vous explique tout simplement que c'est le total des découverts divisé par le nombre de jours de découvert. Donc là, on a justement un exemple où une entreprise a un découvert moyen donc de 1200 € pendant 12 jours. Donc on est bien sur le moyen. Le taux d'intérêt annuel est donc de 7%. Donc comment faire pour calculer? Mes agios, c'est donc 1200 € multiplié par le taux d'intérêt, donc 7 divisé par 100, et multiplié par la durée du découvert, étant donné que c'est un taux d'intérêt annuel, il faut que je divise donc 12 par 360, ce qui me fait donc 2,80 € à régler. On vous précise néanmoins, et vous aurez un exercice justement pour celui-là, qu'il peut y avoir une commission un peu plus élevée, si, en tout cas pour le jour où justement le découvert est le plus fort et le plus important. Autre possibilité que les entreprises ont, c'est ce que l'on appelle l'escompte des effets de commerce. Vous vous souvenez, on avait parlé dans les différents moyens de paiement de cette fameuse lettre de change que vous trouvez justement ici et qu'on appelle également traite. Et donc là, c'est un moyen de paiement qui est uniquement utilisé entre professionnels, c'est ce qui est précisé ici, où justement cette lettre de change est émise par le fournisseur à son client
qui lui reconnaît devoir payer une somme due. Donc là, on vous explique un petit peu comment remplir cet effet de commerce. Et l'effet de commerce est assez employé par les entreprises, tout simplement parce que eh bien, c'est la banque qui va nous avancer cet argent-là. Étant donné que ce transfert va se faire de banque en banque, moi je n'ai plus rien à faire, mais je vais récupérer cet argent avant justement son échéance. Et évidemment, c'est un service que la banque me propose et c'est donc payant. Comment le calculer? À nouveau, on vous explique que ça part d'une commission, donc c'est toujours un montant qui sera fixe, et je vais avoir des intérêts d'escompte à payer. Comment les calculer? On vous explique que c'est donc le montant de l'effet multiplié par ce taux d'intérêt, multiplié par le nombre de jours d'escompte, c'est-à-dire le nombre de jours restants avant justement le paiement à échéance de ma créance. Et donc ce qu'on appelle le montant effet escompté, c'est tout simplement combien la banque va me donner. Eh bien la banque elle va me donner le montant de l'effet, donc le montant de ma créance, moins la commission en toute taxe comprise, moins les intérêts que je vais devoir lui payer. Par exemple, une entreprise qui remet donc le 6 avril un escompte, un effet de commerce d'un montant de 900 € avec une échéance au 30 avril, on vous explique que le taux d'escompte est de 8%. Une commission fixe est donc de 4,50 € hors taxe avec une TVA de 20%. Comment calculer l'intérêt d'escompte? J'ai donc la formule juste à la gauche. C'est donc le montant 900 € multiplié par 8%, multiplié par combien de jours justement il me reste avant l'obtention donc de cette créance, 25 divisé par 360. Donc, petite erreur je pense, entre le 6 et le 30, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a 24, mais voilà, en tout cas le principe est là. Là, on vous dit qu'il y a 25 jours entre le 6 et le 30 avril. Je pense qu'ils doivent inclure le 6. Et donc, combien ça me coûte? La commission, on vous le dit, c'est donc 4,50 multiplié par 1,20 pour rajouter justement la TVA. 5,40 €. Donc, l'effet escompté, combien d'argent la banque va me remettre? Évidemment, c'est donc pas la totalité de ce que mon client me doit, parce qu'elle va me retirer les 5 € de l'escompte, moins également la commission que je vais devoir payer. Donc je vais toucher 889,60 € tout de suite, plutôt que d'avoir attendu justement la fin du mois pour récupérer cette créance-là. Et dernière possibilité, cette fois-ci toujours à court terme pour pouvoir se financer, ce qu'on appelle la facturage, qui est d'ailleurs de plus en plus utilisé par les entreprises. Je vous donnerai en lien un article à lire à ce sujet, où tout simplement, c'est une convention qui est passée entre une PME et ce qu'on appelle un factor, ou tout simplement une société d'affacturage, qui va, elle, justement, vous s'occuper de vos créances et va vous avancer jusqu'à 90% du règlement. En fait, c'est exactement la même chose que, justement, l'escompte précédent, le petit c, sauf que ce n'est pas directement avec votre banque, mais une société qui est spécialisée, justement, dans le recouvrement de créances, mais en passant par ce système d'affacturage. Là, vous avez un schéma qui est très bien expliqué pour vous expliquer que donc mon client me passe commande, je lui livre et je lui envoie une facture. Et donc cette facture qui est représentée sous la forme d'une créance, eh bien, je vais la transférer justement à ce facteur. Ce facteur va me régler, il va me payer de la même manière que ma banque tout à l'heure m'a payé sur mon effet d'escompte. On vous précise que là, globalement, vous allez toucher cet argent dans les 24 heures. Comme c'est précisé juste au-dessus, jusqu'à 90% du règlement. Donc, on récupère quand même beaucoup moins qu'avec une banque. Mais au moins, je peux toucher mon argent tout de suite pour faire face justement à un besoin au niveau de ma trésorerie. Et donc, lui, une fois qu'il a donc opté pour, une fois qu'il m'a payé, il va pouvoir envoyer le recouvrement à mon client pour lui dire que finalement, c'est à lui qu'il faut lui régler l'argent. Et mon client va donc lui régler à l'échéance la facture. Et nous terminons les opérations de financement avec la banque, avec cette fois-ci le besoin de financement à long terme, c'est-à-dire l'emprunt. Donc on n'aura pas d'exercice pour entrer dans ces différents détails de calcul, néanmoins je vous les présente quand même. Je suis une entreprise et j'ai donc un besoin d'argent assez important, donc sur le long terme, parce que je veux investir dans un terrain, une machine ou quoi que ce soit. Comment ça se passe? Eh bien, je vais déjà me rendre
à ma banque, ou en tout cas à des banques, pour faire une demande d'emprunt. Là, je dois leur apporter les différents devis des achats envisagés pour prouver justement le montant que je réclame. Si mon entreprise existe déjà, il faut que je lui apporte mon bilan comptable et mon compte de résultats, généralement sur les 3 dernières années, voire peut-être plus, et également un plan de financement prévu, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir financer cet emprunt. On peut partir sur des ventes d'immobilisation, le fait d'aller récupérer justement des disponibilités que j'ai déjà, parce que j'ai peut-être justement de l'argent sur mon compte banque. Je peux également avoir des prévisions au niveau de mon chiffre d'affaires. Bref, j'apporte tous ces éléments pour pouvoir prouver que je vais pouvoir rembourser cet emprunt facilement. Deuxième étape, ma banque commence à étudier ma demande et elle va faire une estimation de la rentabilité future du projet et de la capacité de remboursement de l'entreprise avec des calculs de ratio. Donc c'est là que généralement les entreprises vont se tourner vers plusieurs banques parce qu'elles ne vont pas du tout faire ces calculs de la même manière. Et certaines vont nous proposer justement des emprunts beaucoup plus avantageux que d'autres. Et on en arrive à la dernière étape où j'ai donc une offre de crédit où je vais justement négocier ces fameux taux d'intérêt que l'on appelle les taux effectifs global, le TEG du crédit. Et je vous les présente, cela ressemble un petit peu au tableau d'amortissement que nous avons vu dans le chapitre précédent. Et donc là, on vous présente tout simplement une entreprise qui emprunte 10 000 € à sa banque sur 5 ans avec un taux à 3%. Donc c'est dans votre manuel à la page 264. Donc on n'aura pas d'exercice à ce niveau-là. Mais voilà comment c'est présenté. J'ai donc mes 5 années qui sont représentées ici. Le capital au début de période, donc mes 10 000 € que je dois rembourser. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure, je le rembourse. Donc j'ai un montant qui est en train de diminuer. Mes intérêts qui sont calculés ici, qui sont donc de 3% à chaque fois du capital restant. Le remboursement du capital, donc je vois que tous les ans, étant donné que c'est sur 5 ans, je rembourse 2 000 €. Mes annuités qui sont donc tout simplement intérêts plus le remboursement du capital 2 300 €. Donc là, je vois que globalement, pour un emprunt de 10 000 €, je vais rembourser à la banque 1 900 €. Et nous terminons par le dernier point, le suivi des comptes de trésorerie. Là, nous allons aborder justement une mission qui est assez demandée en entreprise, à savoir le rapprochement bancaire. Mais avant, il faut que nous comprenions et que nous revenions à 2-3 éléments sur la lecture d'un compte en T. À savoir qu'en fait, on va comparer ce que nous avons dans notre comptabilité, dans notre entreprise, sur notre logiciel de comptabilité. Et donc là, je retrouve mon compte 512, où j'ai justement mes débits et mes crédits qui vont correspondre, débits ici, mes entrées d'argent, et mes crédits qui seront donc mes sorties d'argent. D'accord ? Et on vous dit que à la fin, nous calculons le solde. Si le total des débits est supérieur au total des crédits, cela signifie que l'entreprise dispose encore de l'argent sur son compte bancaire. On le retrouve donc ici, un solde débiteur. Alors que si je dois regarder un relevé bancaire, c'est-à-dire ce que vous recevez chez vous, peut-être, ou que vous lisez sur Internet pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre compte, eh bien c'est justement l'inverse. Le débit est une sortie d'argent alors que le crédit est une entrée d'argent. Quand on avait commencé à parler des comptes en T, je vous avais expliqué que justement, eh bien, c'était une lecture qui était totalement inversée parce que d'un point de vue de la comptabilité d'une entreprise, un solde débiteur signifie qu'il y a de l'argent alors que dans notre banque, un solde débiteur signifie que je suis justement à négatif. Donc, il y a une sorte de parallèle, plutôt une symétrie entre débit-crédit sur mon logiciel de comptabilité dans mon entreprise et par rapport au débit-crédit au niveau de ma banque et dans mon relevé bancaire. Et on va donc voir justement ce qui nous amène au rapprochement bancaire. Alors, qu'est-ce que ce rapprochement bancaire? C'est tout simplement le fait de comparer la conformité des comptes 512 avec le relevé. On va tout simplement regarder, on va simplement faire nos comptes. Peut-être que certains d'entre vous le font justement. Je vais regarder est-ce que moi de mon côté, je n'ai rien oublié par rapport à ce qu'il y a justement sur mon relevé bancaire. Ou inversement, peut-être qu'eux, ils ont oublié des choses, donc il faut que je puisse comparer l'un avec l'autre.
Et de ce fait, je vais regarder et contrôler les erreurs ou les opérations manquantes. On va se plonger si vous deviez faire vos comptes à vous. Qu'est-ce qui pourrait être enregistré? Alors là, justement, je voulais simplement revenir sur le fait que on est sur un effet miroir, d'accord? Les débits au niveau de ma comptabilité va correspondre aux crédits au niveau de ma banque et mes crédits au niveau de ma comptabilité à moi correspondra donc au débit. Hein, c'est pour ça qu'un solde débiteur chez nous correspondra à un solde créditeur à la banque. Donc, premier élément, quelles pourraient être les opérations enregistrées chez nous au débit, mais pas à la banque? Tout simplement, si je reçois un chèque. Je reçois un chèque, je l'enregistre donc sur ma comptabilité, sauf que comme je ne l'ai pas encore déposé à ma banque, eh bien il ne va pas apparaître justement sur mon relevé bancaire. Également, un autre cas, quelles seraient les opérations qui seront enregistrées au crédit chez nous, mais pas à la banque, c'est-à-dire donc une sortie d'argent? Eh bien là, c'est moi qui ai émis un chèque, j'ai donc envoyé un chèque pour un fournisseur. Je l'ai bien entendu enregistré moi sur ma comptabilité, mais étant donné que le chèque n'a toujours pas été déposé et encaissé auprès de mon fournisseur, eh bien ça ne s'affiche pas à la banque. Autre cas de figure, quelles pourraient être les opérations enregistrées à la banque au débit mais pas chez nous, donc une perte d'argent que j'aurais peut-être moi en tout cas oublié? Eh bien c'est justement l'encaissement d'un fournisseur que personnellement j'avais oublié d'inscrire, mon fournisseur qui débite de l'argent, ou des agios automatiques, comme on a vu juste précédemment. Si je suis à découvert, automatiquement il va y avoir des commissions et des agios qui seront calculés que ma banque va me prendre. Si j'ai mal géré ça, je n'ai peut-être pas fait attention qu'au cours du mois j'étais justement débiteur au niveau de ma banque, et dans ces cas-là j'ai des agios à payer que moi en tout cas je ne vais pas avoir enregistré de mon côté. Et dernier élément, les opérations enregistrées à la banque au crédit mais pas chez nous, donc une rentrée d'argent, c'est tout simplement un client qui m'aurait fait un virement. Je prends un exemple d'un client qui doit me régler au bout de 45 jours fin de mois. Finalement, il s'est retrouvé avec un excès de trésorerie. Il avait l'argent pour payer tout de suite. Il a peut-être envie de bien se faire voir. Il me règle tout de suite. Moi, il ne m'a pas prévenu. Moi, je ne suis pas au courant. Et j'ai donc une rentrée d'argent qui est enregistrée à la banque, mais pas de mon côté. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, vous avez à la page 274 les différentes étapes à suivre. Et donc ça, c'est réellement une mission donnée pour des stagiaires en comptabilité ou également en GPME. Donc là, vous avez les différentes étapes à suivre. Et j'ai donc sous les yeux à la fois mon compte 512, donc mon logiciel, on va dire EBP Compta, sous les yeux, et j'ai mon relevé bancaire du mois de février. Alors sachez que les rapprochements bancaires, on le fait plutôt en fin de mois ou début de mois, parce que justement c'est au moment du basculement d'un mois à l'autre qu'il va justement y avoir des éléments oubliés. Donc on vous dit quoi? On vous dit de vérifier le solde initial sur les deux documents. Donc là je vérifie à mon 1er février, donc au niveau de mon compte 512, je vois que justement j'ai un compte débiteur de 220 euros. J'ai donc 220 euros en plus, enfin je dirais réel dans mon compte, alors que à ma banque, n'oubliez pas que justement il y a donc un effet miroir de symétrie, tout ce qui est au débit sur mon compte 512 et au crédit sur mon relevé bancaire, et là je constate que justement eh bien, j'ai 200 euros, j'ai donc 20 euros de différence, et si je réfléchis bien, je vois qu'il y a une remise de chèque qui aura été enregistrée le 5, alors que moi sans doute, j'ai sans doute dû l'enregistrer avant. Tout simplement un chèque que moi j'ai encaissé avant le 1er février et qui aura été enregistré uniquement le 5 au niveau de ma banque. Donc il faut que j'additionne les deux pour dire, c'est pour ça qu'il y a donc un jeu de couleurs, pour dire que mon 220 euros, je le retrouve bien. Et si je vérifiais, j'ai pas les opérations avant, mais si je pouvais prendre justement les opérations précédant le 1er février, je retrouverais justement mon chèque avec les différentes références qui ne sont pas signalées ici, de 20 euros. Donc je commence bien avec un solde initial identique, c'est-à-dire que ça, je peux donc le cocher. On est donc d'accord, ça ne bouge pas, tac, ça je pourrais donc le barrer. Là, c'est ce qu'on vous prévient, c'est ce que je vous disais justement. Attention, il arrive qu'en raison de décalage d'enregistrement de quelques jours, les soldes initiaux soient différents. Il faut donc retrouver les opérations permettant d'obtenir le même solde en les regroupant et ne pas les considérer comme des différences.
Ensuite, on vous dit de pointer les opérations similaires en les lettrant ou également en les rayant. Donc là, je vois que mon chèque 101, il est ici. Donc là, on vous met un petit A, je le retrouve là. Mon virement ici de mon client en bol, je le retrouve un petit peu plus bas, etc. Donc là, je vois en tout cas, également, je vois que ma remise de chèque, étant donné que j'ai remis 2 chèques, qui va apparaître peut-être seulement sur un seul chèque sur mon relevé bancaire. Donc il faut bien que je fasse attention. Là, je vois qu'en tout cas, j'ai 2 C qui me permettent justement de les retrouver. Et donc, on me demande ensuite de mettre en évidence soit les opérations manquantes, soit les erreurs donc, qui présentent des différences de montant. Donc là, par exemple, en rouge, j'ai justement bien mon chèque 102 qui est enregistré, sauf que vous voyez qu'il a dû y avoir une erreur de frappe entre 123 et 132. Et ça, vous doutez bien que un comptable, avec le nombre de chiffres qu'il doit taper sur l'ordinateur, il est possible qu'il y ait un doigt qui aille plus rapidement que l'autre et de ce fait va enregistrer une petite erreur. Et ici, je vois que j'ai 2 opérations qui ont été manquées. Là, en tout cas, un retrait d'espèces. Là, vous voyez que je me rapproche toujours de mes fins de mois. J'ai une opération qui a été enregistrée de mon côté, mais pas sur mon relevé bancaire, un retrait d'espèces. Puisque quand vous retirez de l'argent, si vous allez tout de suite sur votre compte, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas tout de suite enregistré, que ça nécessite quelques temps. Et également de ce côté, au niveau de mon relevé bancaire, j'ai un prélèvement Veolia, donc source d'énergie, que évidemment ils m'ont retiré au niveau de mon compte, mais que moi je n'ai pas enregistré. Il va donc falloir que je puisse justement enregistrer ces éléments, ces opérations qui sont donc manquantes, et également rectifier l'erreur pour que justement tout soit parfaitement identique. Parce que là vous constatez que mon solde, mes 2 soldes au niveau de mon compte 512 et de mon relevé bancaire ne sont pas pareils. Donc je reprends justement, j'ai donc 2 soldes différents. On est d'accord qu'à la fin, il va falloir qu'ils soient identiques. Et donc, comme on précise, la banque confirme que le montant du chèque numéro 102 est bien 132 €. L'erreur est donc de 9 €, donc il va falloir que je l'enregistre de mon côté. Donc là, il faut que je prenne exactement qu'est-ce qui manque au niveau de mon compte en banque et au niveau de mon relevé bancaire. J'ai donc, je reprends les soldes finaux, il faut que je rajoute ici au crédit 9 € de différence pour que justement ça puisse rééquilibrer les 9 € de différence entre le chèque 102 enregistré en banque que de mon côté. Mon retrait d'espèces, je vais le rajouter donc au niveau de mon relevé bancaire parce qu'il n'a toujours pas été enregistré alors que du mien si. Et mon prélèvement Veolia, pareil, qui était enregistré du côté de ma banque mais pas sur mon logiciel, je le rajoute. Et donc là, à nouveau, je calcule mes différents totaux, total débit, total crédit, dans les 2 cas. Et quand je fais cette fois-ci mon solde, eh bien je retrouve justement un solde juste, car il est identique d'un côté et de l'autre. Et donc maintenant que je constate ces différentes, justement, c'est donc ça le rapprochement bancaire. Une fois que j'ai réalisé ceci, je n'ai plus qu'à corriger moi de mon côté, côté donc compte 512, parce que ma banque, elle ne s'est pas trompée, ou en tout cas j'aurais pu révéler certaines erreurs de son côté, mais l'objectif de mon rapprochement bancaire, c'est que moi, que ma comptabilité soit correcte. Donc il va falloir que je fasse toutes les rectifications ici, comme on dit, corriger en comptabilité les différences constatées. Il faut enregistrer dans le compte 512 les opérations omises ou celles qui ont été enregistrées pour un montant incorrect. Que signifie donc cette dernière étape, corriger en comptabilité les différences constatées? Eh bien, c'est tout simplement d'aller écrire dans mon journal les différences à rajouter. Donc là, quels sont les éléments qu'il va falloir que je rajoute? J'ai une erreur et un prélèvement oublié. Donc pour cette première écriture, donc en crédit, une erreur sur chèque, donc il manquait 9 € à retirer. Donc je l'enregistre tout simplement ici. J'ai 9 € qui viennent de ma banque et qui vont dans mon fournisseur. Et pour le prélèvement Veolia, de la même sorte, c'est donc de l'argent qui provient de ma banque pour pouvoir payer cette énergie-là. Donc je garde mes lignes de crédit que je retrouve ici, d'accord. Par contre, il faut que je précise justement à quel compte il est associé la première opération à un fournisseur, la deuxième opération à une charge au niveau donc de mon énergie. Je tiens à préciser qu'un autre exemple sera donné sur une autre diapositive pour pouvoir bien comprendre le rapprochement bancaire. Merci de votre attention et bon courage à vous.